Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous et vous connaissez nos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, on va parler de la situation de l'emploi. Pas en France, on en a beaucoup parlé, mais aux États-Unis. Situation dégradée, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Le ghosting, oui, non, ce n'est pas un film. C'est ceux qui ne répondent pas, les appels qui ne sont pas arrivés. On fait le point dans quelques instants avec Mathieu Amaré. Dans le cercle RH, transformé en grand entretien avec la DRH d'AXA France, 13 000 collaborateurs. On parlera évidemment de l'impact Covid sur ses collaborateurs, du télétravail. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. On a beaucoup parlé de l'onboarding. C'est un art, oui, accueillir les cadres et qu'ils ne soient pas dépaysés quand ils arrivent dans l'entreprise. C'est un vrai sujet et on fera le point à la fin. Mais d'abord, le journal présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, Bercy présente le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et selon les Échos, 1,4 milliard d'euros sont destinés à la revalorisation des salariés en EHPAD. Une hausse de salaire actée par le Ségur de la Santé il y a déjà quelques semaines. Le complément de salaire sera versé via une nouvelle branche autonome de la sécurité sociale. Sont concernés plus de 170 000 agents de la fonction publique hospitalière et 30 000 de la fonction publique territoriale. Et puis la crise oblige, le ministère du Travail fait partie des grands gagnants du projet de loi de finances 2021 présenté hier. Ces crédits structurels, indépendamment de ceux du plan de relance, augmentent de 434 millions d'euros pour atteindre 13,2 milliards. Cette hausse est portée à 70% par le grand plan compétences, le PIC, dont le budget passe de 3 à 3,3 milliards. Autre privilégié, les emplois francs disposent de 317 millions, soit 93 millions de plus que cette année. Enfin, c'est un soulagement pour les salariés d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. L'usine de métallurgie redémarre son haut fourneau après un arrêt depuis le mois de mars. L'usine a dû s'adapter à une baisse de la demande en acier de l'industrie automobile. Depuis, les employés craignent une fermeture totale de l'aciérie. ArcelorMittal regroupe 2500 salariés et autant de sous-traitants. Aujourd'hui, la direction du site évoque des signaux positifs sur le marché de l'acier, mais affiche une grande prudence. Pour le moment, l'usine va fonctionner à 80% de ses capacités. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. C'est à vous, Arnaud. Bien dans son job avec un point sur l'emploi, c'est un sujet évidemment important, ici en France, mais aussi outre-Atlantique aux États-Unis. Jean-Claude Beaujour, merci d'être avec nous. Merci de nous éclairer parce que vous êtes avocat international en droit des affaires, avocat au barreau de Paris. Vous êtes le vice-président de France-Amérique. C'est intéressant comme ça de traverser l'Atlantique pour essayer de voir un peu ce qui se passe chez notre voisin américain dans un contexte particulier parce que cette nuit, 3 heures du matin, il y a ce face-à-face, ce débat Biden-Trump. Un point sur le chômage. Les États-Unis, ils ont un modèle très particulier. C'est vrai qu'il y a des flux. Oui, tout va très vite. Et puis 2 chiffres peut-être pour se rendre compte. Au mois de février, le chômage était à 3,4% aux États-Unis, ce qui nous ferait rêver. 3,4%. Aujourd'hui, il est à 8,4%. Le coronavirus a fait perdre 22 millions d'emplois aux Américains. 22 millions d'emplois. Alors un certain nombre ont été récupérés, mais 11 millions d'emplois restent encore à récupérer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que non seulement il existe ce paquet de 11 millions d'emplois qui mine l'économie américaine malgré tout. Et la campagne, si je peux me permettre. Et la campagne. C'est une clé. Parce qu'effectivement, le président Trump, le président sortant, avait misé sur le dynamisme économique, parce qu'effectivement, le chômage n'avait jamais été aussi bas depuis 50 ans. Donc c'est vrai que c'était un atout pour lui, mais l'économie est minée parce que non seulement c'est un chômage important, mais c'est un chômage qui risque de durer pour une partie, parce que les emplois visés aujourd'hui sont des emplois qui malheureusement sont vraiment dans l'œil du cyclone du Covid en quelque sorte. Chute historique du PIB, c'est 9,5 de chute, c'est du jamais vu aussi. C'est considérable, si vous voulez. Quand on se dit que 22 millions de personnes sont au chômage, parce que la société américaine est aussi une société de consommation. On emprunte beaucoup, on achète sa maison assez rapidement à crédit, donc vous voyez bien tout l'impact que cela peut avoir, y compris sur les entreprises. Pour avoir une petite idée, United Airlines, pour un secteur que je connais bien, le transport aérien, United Airlines envisagerait de supprimer
supprimer entre 30 et 40% de ces emplois. Boeing, je ne vous redis pas ce que Boeing vit. Ce que vit Airbus. En effet miroir. Et de grandes entreprises qui sont des fleurons de la société américaine, Coca-Cola et bien d'autres. Elles aussi sont impactées. Sont impactées parce que Coca-Cola, c'est la distribution, des boissons dans les fêtes, dans les spectacles, etc. L'industrie du tourisme est au point mort aux États-Unis. Enfin, vous le savez mieux que moi. On se déplace beaucoup aux États-Unis, on loue une voiture, on passe un week-end, etc. Tout cela est cloué au sol à cause du virus, du coronavirus. Et le drame, c'est qu'on ne sait pas quand ça va repartir. Donc il y a les chiffres, mais le risque, c'est la durée dans le temps. On avait ce chiffre quand même, le chômage évidemment est beaucoup plus haut que ce chiffre indiqué en février de 3,4. On est à 8, il est passé de 10 à 8, il y a eu un effort. Et corrélativement, j'ai vu en préparant l'interview avec vous qu'il y avait des centaines de milliers d'Américains qui étaient évacués. On les faisait sortir de leur logement parce qu'ils ne pouvaient plus payer les loyers. C'est une situation dramatique. La police vient, leur demande, voilà, dans 3 heures, vous devez quitter votre maison. Le drame, c'est qu'il n'y a pas aux États-Unis les mêmes structures que nous possédons. Vous êtes propriétaire de votre maison, vous ne pouvez pas rembourser votre prêt. La banque vous dit, et on n'a pas les délais, les procédures, la banque vous dit, je suis désolé, j'ai un mortgage, j'ai une hypothèque, vous ne pouvez pas payer, je saisis, je vous expulse. Les choses peuvent aller très vite. Donc c'est pour cette raison que non seulement, on a dit le chiffre, la durée, mais aussi les conséquences sociales sont considérables. Alors certes, il y a eu un plan, et on doit reconnaître que le Congrès et le président, le gouvernement ont mis en place un plan, mais ce plan était fait pour durer sur 3 mois. Aujourd'hui, les emplois qui sont visés sont des emplois, on vient de le dire, dans le tourisme, dans le transport, dans l'hôtellerie, restauration, bien sûr. la restauration, et point qu'il faut garder à l'esprit, avec une population qui est plus vulnérable, avec une catégorie de population qui est plus vulnérable. Les femmes sont légèrement plus impactées. Les minorités sont beaucoup plus impactées, 2 fois plus impactées. Et puis, au-delà de la question de minorité, il y a aussi ceux dont, j'ai envie de dire, le profil professionnel est plus impacté. Quand vous êtes ingénieur, vous pouvez travailler de la maison, vous faites du télétravail. Quand vous êtes chauffeur, vous ne faites pas du télédrive. On ne télédrive pas encore. Et souvent précaire d'ailleurs. Hein, et précaire, évidemment. C'est bien le sens de mon propos. Précaire, lorsque vous avez 50 € de pourboire tous les jours et que vous arrêtez de travailler, c'est 1 000 € qui disparaissent tout de suite. C'est une anecdote, d'ailleurs, c'est plus qu'une anecdote. J'ai lu sur Twitter, d'ailleurs, que New York était à vendre, cette ville était en dépôt de bilan. Vous avez cette information. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à payer ses dettes et qu'éventuellement, elle recherche certainement des investisseurs, des gens pour pouvoir l'aider. Remarquez que nous, nos gouvernements vont bien s'endetter aussi pour financer les politiques publiques. C'est un petit peu ça dans un contexte beaucoup plus privé. Jean-Claude Beaujour, avocat, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup ici de notre modèle social, on parle beaucoup du PGE, du chômage partiel, de ce système de garde-fou qui fait que nos entreprises, que les salariés peuvent continuer à consommer. Le système d'indemnisation de chômage, c'est combien aux États-Unis ? Donc c'est intéressant de l'entendre. 15 jours, 3 semaines ? C'est 15 jours, 3 semaines, mais beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que ça. Le chiffre n'est pas le même, les garanties ne sont pas les mêmes. Et puis c'est aussi en fonction de votre emploi. L'employeur, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un job aux États-Unis ? C'est parce que derrière l'emploi, vous avez ou pas une assurance maladie, vous avez ou pas une couverture sociale, vous avez tout ce qui va avec ou tout ce qui ne va pas avec. Donc, alors, il y a évidemment derrière l'indemnisation, il y a des situations extrêmement disparates, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque vous perdez votre job, dans les 3 mois, les choses commencent à devenir difficiles et on voit bien, aujourd'hui, il y a aussi un sujet dont on ne parle pas, mais qui viendra plus tardivement, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont en dépression parce que précisément, il n'y a pas que le confinement, mais il y a toutes les conséquences sociales qui vont aller avec. L'avocat qui avait des entreprises, des clients aux États-Unis, il y a une volonté de rapatrier ses emplois aux États-Unis, il y a une volonté de ramener ses filiales. Comment ça s'organise ? Comment ces entreprises s'adaptent à cette situation ? Alors, il y a 2 choses pour nos clients. Nous avons des clients français qui travaillent aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, donc ceux-là managent. Vous savez, entre nous, on se dit, il faut passer l'hiver, on espère bien, on est plutôt sur du janvier. Aujourd'hui, au départ, on se disait en septembre, vous avez vu ? Au départ, on parlait de septembre, maintenant, on est plutôt sur du janvier. Et on a repoussé. Parce que ça coûterait excessivement cher de délocaliser, de revenir. Puis, il y a des contrats qui sont en cours, même si en droit,
droits, on va pouvoir négocier un certain nombre de choses. Mais lorsque vous avez une activité sur place, lorsque vous avez investi, et puis investir aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Vous connaissez très bien les États-Unis, vous savez qu'il y a des marchés aux États-Unis. Oui, donc vous, c'est pas un marché et vous ne partez pas comme ça. Donc c'est vrai qu'on essaie de tenir. Pour les Américains qui sont implantés en France, et nous avons un certain nombre de clients qui, eux, sont américains, qui sont implantés en France, alors c'est vrai qu'ils restructurent, et restructuration, ça veut dire réduire le nombre de salariés sensiblement pour pouvoir traverser la tempête, parce que la réalité que nous vivons, c'est que les carnets de commandes sont en chute libre. Ça, c'est extrêmement difficile. Avant de nous quitter, je ne vous demande pas un pronostic, mais c'est vrai que cette question du chômage, qui est au cœur d'ailleurs de notre émission, des questions d'emploi, elle va avoir un enjeu déficit. Qu'est-ce que disent les Américains sur ce duel Biden-Trump? Est-ce que le chômage est un élément clé? Alors, plus que le chômage, c'est lequel des deux candidats est en mesure de redresser l'économie. Alors, vous avez vu un certain nombre de sondages qui sont à un chouïa près plutôt favorables au président Trump, au sortant, alors que Biden, lui, il a un ticket sur la politique sociale, réunir la population, etc. Et puis, deuxième élément, pour pouvoir comprendre l'impact, c'est comment réagiront les États, les swing states, donc les États basculent, la dizaine d'États qui peut faire basculer, la Floride et puis un certain nombre d'États du Midwest. Pour l'instant, ils sont véritablement dans le wait and see. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Je pense que l'élection n'est en tout état de cause pas gagnée. Mais c'est vrai que la question sociale, au-delà de l'emploi, la question sociale va être centrale parce qu'il y a aussi la politique de santé qui sera rediscutée tout au long de la campagne des 3 débats qui viennent. Ouais, souvenez-vous, c'était le débat, un des axes de campagne d'Obama, cette question de la couverture de santé. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat international. Merci de nous avoir éclairé sur la situation, l'emploi aux États-Unis, parce que c'est intéressant de quitter comme ça la France et notre modèle social. Merci d'être venu sur notre plateau, c'est la suite de nos programmes. Merci. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, incarnés par Mathieu Amaré aujourd'hui. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Super bien. Tout va bien. Je ne sais pas si vous avez vécu le thème dont on m'a parlé, le ghosting. Moi, j'ai un peu découvert, je dois l'avouer, ce mot fantôme. Ouais. On en parle. Ouais. C'est quand on n'a pas de réponse, on envoie, on jette comme ça la bouteille à la mer numérique. On n'a pas de retour. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est quand on ne vous répond pas. On essaie d'envoyer une bouteille à la mer, c'est quand on ne répond pas, quand le candidat disparaît. Vous vous souvenez, Arnaud, on l'avait touché du doigt avec Coralie Rachet la semaine dernière sur le pré-boarding. Là, on va y aller carrément dans le sujet. On est dedans, là. On est dedans avec ma première invitée que je suis ravi d'accueillir, Malines Ridal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et auteur notamment d'un ouvrage très récent qui s'appelle « Je te réponds, moi non plus », où vous théorisez et vous expliquez un petit peu le phénomène du ghosting qui, on rappelle, désigne le fait que quelqu'un disparaisse du jour au lendemain sans laisser de traces. C'est quelqu'un, pour poser les bases de l'origine du terme, c'est un terme qui vient des réseaux sociaux, notamment des applications de rencontres, mais qui s'est diffusé dans le milieu de l'entreprise. Ça veut dire que je te mets un vent, quoi, pour le dire, dire en français? Non, c'est un peu ça? Oui, enfin, le phénomène du ghosting, c'est plutôt un phénomène effectivement qui est né sur les applications. Mais le ghosting veut dire qu'il y a eu un point de contact et un dialogue déjà. Donc, c'est pas la non-réponse classique où on n'a pas de réponse du tout. Il y a un petit quelque chose. C'est le phénomène, on devient un fantôme alors qu'il y a eu un contact. Donc, c'est ça la particularité, ce qui fait qu'il c'est particulièrement violent. Donc, on le voit un tout petit peu dans le monde des affaires, mais le livre que j'ai écrit qui traite le phénomène de la non-réponse de manière plus générale et l'effet que ça a à l'ère digitale de ne pas recevoir de réponse. Et j'ai réalisé un sondage, notamment dans le monde, dans 6 pays et dans la France, où il s'avère que 2 personnes sur 3 se sentent humiliées, blessées, pas respectées et pas considérées face à une non-réponse. Oui, c'est clair, mais ça vient d'où? Et donc ça vient d'où ce ghosting, parce que vous dites que ça n'existait pas avant. Est-ce qu'on a juste posé sur un phénomène qui existait déjà un terme et pour l'exacerber en quelque sorte? En réalité, la non-réponse a toujours existé, mais la fréquence de messages, de sollicitations a augmenté à des centaines de messages par jour. C'est numérique, ça. En fait, la non-réponse avant, c'était on répondait pas à une lettre et puis c'était peut-être une fois tous les 2 mois. Ouais. Mais aujourd'hui, il peut y avoir 10, 20 non-réponses dans la journée. Donc si on reçoit
ressent à chaque fois ce rejet de soi, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas une réponse, qu'on est blessé, humilié face à une non-réponse, évidemment, ça va avoir un effet négatif sur nos relations, et notamment dans le monde des affaires, sur la réputation de la personne. Un dirigeant qui a une entreprise qui n'a pas une politique de la réponse de l'entreprise risque d'avoir le jugement de ceux qui essayent de les contacter. 80%, c'est également dans le sondage que j'ai réalisé donc à travers du monde dans 6 pays, 80% disent juger les gens qui ne répondent pas comme étant égoïstes, prétentieux, mal organisés et mal élevés. Donc, c'est très mauvais pour la marque employeur, ça. Extrêmement mauvais. Bah ouais. Oui, c'est très mauvais pour la marque employeur. Et pour un dirigeant... Pour sa personne, d'ailleurs. Pour sa personne. Vous avez extrêmement bien cadré le phénomène. Et juste pour citer un chiffre aussi qui situe quand même la pratique et qui ne fait pas de ce mot un énième mot valise, la pratique a augmenté de 10 à 20% au cours de l'année 2018. C'est-à-dire le fait que les candidats disparaissent a augmenté de quasiment 50% en une année. D'où ça vient, Malines, ce fait? Pourquoi, en quoi un candidat se dit, tiens, maintenant, je peux ghoster? En quoi il se l'autorise? Je pense que c'est le fameux phénomène de la société, on traite les gens comme on a été traité, sûrement. Et je pense que ce n'est pas tous les candidats, c'est surtout les candidats qui sont très sollicités, en fait, qui ont le choix, donc ils ont pris autre chose, donc ils ne prennent pas la peine de répondre parce qu'ils ont vu ce comportement. C'est un peu le comportement qu'on voit sur les médias sociaux d'une manière générale, notamment parce qu'il n'y a pas des règles qui ont été définies dans cette ère ou dans cet espace digital. Et comment on se comporte sur LinkedIn? Tout est permis, quoi. Et puis, oui, tout est permis. Et on est devenu accessible à tout le monde. Donc, avec une attente en disant que, mais bien sûr, les gens vont répondre. Alors que. C'est pas évident. C'est pas une évidence. On a une multiplication des interactions aussi. C'est peut-être pour ça qu'on parle du ghosting. Aujourd'hui, un candidat, par exemple, qui reçoit beaucoup de demandes, de sollicitations, etc., qui candidate pour 10 entreprises différentes, va pas forcément le faire parce que vous le dites, il n'y a pas de règle déjà. Il n'a pas à le faire. Et puis, en plus, parce qu'il est noyé sous les multiples sollicitations peut-être des entreprises qui essayent de recruter de plus en plus de talents et ont du mal aussi à recruter. Ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'évidemment, j'ai demandé aussi les vraies raisons de la non-réponse. Pourquoi vous ne répondez pas? C'est intéressant. Et la grande raison de la non-réponse aujourd'hui, que ce soit personnel, professionnel ou romantique, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire entre j'ai trop de messages, j'ai pas assez de temps et j'ai oublié. Bon, ça se termine souvent par j'ai oublié parce qu'il est descendu. Le temps passe et on se dit oups. Et donc, on est très loin de ne pas vouloir respecter les gens. Alors, je peux me permettre juste cette question. Moi, j'ai reçu, alors dans un autre contexte, mais quand on reçoit parfois des réponses types, c'est presque aussi violent. Vous savez, vous recevez une réponse qui n'est ni personnalisée, qui est formalisée de manière très administrative. J'ai presque envie de dire c'est aussi violent, non? On vous dit non, votre profil ne correspond pas, repassez. On se dit bon, bah d'accord, ok. En tout cas, ça crée rien de particulièrement positif, ça crée pas un lien. En revanche, il y a quand même une question que je posais qui était importante pour moi, c'est quand vous envoyez un message, est-ce que vous préférez recevoir une réponse négative, voire désagréable, ou pas de réponse? 80% des gens préfèrent une réponse négative, voire désagréable. Ça les aide. Donc ça nous cadre quand même un peu le sujet. Il vaut mieux ça, le côté un peu nul. J'existe. Ils ont besoin de considération. Au moins j'existe. Non, et puis surtout, on vous libère. Vous passez à autre chose. C'est vrai. Non, mais c'est ce... On fait son deuil. Oui, exact. ce temps d'attente où en fait on est à la disposition, en attente d'une réponse de l'autre, ou au fond, si on a un non exclamation, on se dit bon, c'est désagréable, mais on passe à autre chose. Et donc ça, c'est très important dans la compréhension. Mais pour prolonger la question d'Arnaud, qui est intéressante, c'est est-ce que, parce qu'on le voit, ce phénomène-là, il s'exerce surtout sur une génération assez particulière, les 25-34 ans, beaucoup plus que la génération des 50-64. Est-ce que cette génération, cette jeunesse qui aspire à une quête de sens, on l'a dit dans pas mal d'émissions, pas mal de chroniques, elle n'est pas en train de rendre la monnaie de leur pièce à certaines entreprises qui, elles, n'ont pas répondu auparavant quand elles cherchaient un emploi et quand elles cherchaient justement à avoir une réponse? Sûrement, il y a un peu de ça, mais il y a aussi... Un peu puni, quoi. Oui, peut-être. Je suis pas... Si, il y a une tendance, mais c'est une tendance généralisée. Ils sont sûrs... Et à un moment donné, si on veut leur parler, on écrit sur Instagram ou sur Snapchat, etc., ils vont répondre là-dessus. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de se poser et définir nos propres systèmes de réponse. Les cadres. Comment le cadre et puis le communiquer aux autres. Donc dès lors qu'on rentre en contact avec des gens, dire je suis plutôt assez long dans mes réponses, donc n'attendez pas une réponse parce que la tolérance aujourd'hui, il faut quand même le souligner, c'est 3 heures pour un message instantané. Avant que les gens commencent à juger. C'est le SMS, c'est le Twitter. 3 heures. 3 heures de tolérance, 3 heures pour s'apercevoir qu'il faut. Sinon après 3 heures, c'est fini. On s'en va. C'est-à-dire que je relance. que la personne n'a pas
répondu. Et D'accord. donc, et pour les mails, c'est dans la journée. Mais c'est très serré comme timing. Donc, ce qui nous laisse très peu de temps. Et puis, qui fait poser aussi la question, qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui dans les dialogues avec les gens? Une réponse rapide qui veut rien dire, top, super, ok, ou une réponse... Ouais, c'est vrai. Non, ou Une une réponse personnalisée, réfléchie, où réfléchie, je dis structurée. merci de m'avoir invité à l'émission, je trouve ça super, et tout ça, avec un vrai contenu où je réfléchis, ou est-ce que je dis juste merci, top, Un émoticône. ou un sourire Un sourire et un pouce. On se dit, bon, bah déjà, c'est ça. Hein. Maline, si on s'adresse à notre public de RH, de dirigeants d'entreprise, qu'est-ce que ça suppose pour les entreprises? Est-ce que ça suppose de prendre le temps de le faire? Parce que c'est du temps, c'est extrêmement chronophage d'écrire des messages personnels. Le déléguer? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les services RH, on est armé, tout simplement, pour lutter contre Ce qui est ghosting-là? évident, c'est que c'est un sujet de réputation et c'est un sujet Marque important. employeur, ouais. Et puis c'est fondamental. C'est fondamental et que je pense que l'investissement de temps et de main-d'œuvre à dire on répond, et bien sûr, il faut avoir des systèmes, c'est bien entendu, mais que c'est une priorité. Moi, notamment, dans les grands dirigeants en France que j'ai interviewés pour ce livre, il y avait... des gens qu'on citait en permanence comme étant des répondeurs, notamment, et je peux le citer, Maurice Levy, et a une réputation où il a une capitale sympathie. Et je ne sais pas s'il est plus sympathique que tous les PDG de Publicis, France. hein. Bien sûr. De Publicis, Publicis, oui, l'ex-PDG de Publicis. Mais quand les gens en parlent, ils disent ah bah Maurice Lévy, il répond à tout. Et je pense Et qui donne une image finalement de la personne. Oui, et je pense qu'en l'occurrence, il dit non la majorité du temps. Mais il répond. Mais il répond. Et on est fiers d'avoir un nom de Maurice Lévy. Et il est, Oui. sûrement. Oui. Je le pense. Et je pense que ce temps, après, c'est selon sa personnalité et comment on voit les choses, mais le fait de prendre le temps de répondre même non à quelqu'un, c'est un investissement dans sa réputation et aussi dans la relation et dans une certaine manière d'être dans le monde. Et dans les faits, je dirais, de communication négative sur une entreprise derrière, dans les dîners, dans les liens sociaux, dans sa relation, en disant cette entreprise-là ne m'a pas répondu. Je montre dans le livre, parce que j'avais aussi fait, dans le cadre de mes cours que je donne à Sciences Po à Paris, j'avais contacté les 40 PDG du CAC 40 et pour demander à les interviewer pour savoir un peu comment ils se... Tous n'ont pas répondu. Leur vision du leadership. Ghosting. Non, mais sur 40, j'ai eu seulement 4 non-réponses. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est à eux de le faire, Maline? Est-ce que Comment c'est au PDG du CAC 40 de répondre à des candidats? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'entreprise, elle est quand même organisée pour... Bien sûr, mais ils sont un système dans tous ces grands groupes, un système, et c'est un reflet de la culture de l'entreprise. J'ai eu tout de suite, j'ai eu 14 oui, ce qui était incroyable, et c'est plutôt vraiment un privilège, etc. Ouais. Mais c'est des entreprises qui sont organisées, parce qu'évidemment, le mail ou le courrier n'arrive pas sur leur bureau tout de suite. Ouais. Donc, il y a barrage, etc. C'est une culture, et j'ai eu des réponses, des oui, des non, et après, il y a eu que 4 non-réponses. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même organisés, oui. Maline Ridal, coach, auteur de Je te réponds moi non plus chez Flammarion, avec ce sous-titre, c'est votre éditeur, Heureux comme un Danois, c'est le sous-titre de votre livre. Non, c'est pas le sous-titre, c'est mon premier livre. C'est le premier livre, d'accord. Voilà, oui, et l'auteur de Heureux comme un Danois. Vous aviez écrit auparavant un livre sur ça, parce que vous êtes d'origine danoise. Voilà, plus heureuse que les autres. Le plus heureux au monde, exactement. On fera peut-être une autre émission là-dessus. C'est très intéressant, le fameux modèle nordique. Oui, nordique, oui, dans le leadership, oui, notamment. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre programme Working Progress, c'est travailler demain. Et on va rester dans cette thématique. C'est tout de suite. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant. On va beaucoup parler de cette question de l'engagement des candidats, puisque dans Fenêtre sur l'emploi, à la fin de l'émission, on sera aussi sur comment accueillir un cadre, donc l'onboarding. Ah oui, d'accord. Donc on reste sur cette thématique, et là on parlait donc du ghosting, mais là on parle de l'engagement, je dirais c'est le cône inversé. Et de l'expérience candidat, très intéressant. Donc on a théorisé le ghosting en disant, voilà, c'était un phénomène grandissant qui peut porter préjudice aux entreprises. On va s'adresser maintenant à des solutions avec Ara Mostafazadeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Wikip. Donc, cofondateur de Wikip, une plateforme intelligente pour engager les candidats. Avec Maline Ridal, on a vu que le ghosting était un phénomène grandissant. Et pour citer un autre chiffre, et d'ailleurs qui est publié sur votre site, vous dites que 20 et 30% des candidats qualifiés passent à autre chose à partir du moment où ils postulent jusqu'au moment où ils reçoivent le poste. Comment être... pour quelles raisons, selon vous, et comment ça implique les organisations, ce fait que voilà, les candidats disparaissent entre
Il y a du jeu, comme on dit. Il y a du jeu. Il y a du jeu. Chez Wikip, on a mené une méta-analyse sur les études sur le recrutement sur ces dernières années. Et on arrive d'ailleurs plutôt au chiffre de 30% et la tendance est à la hausse. Progresse, ouais. Ça progresse. Ouais. Et on est même à 2/3 de candidats qui jugent les processus de candidature soit trop longs, soit trop complexes, soit Donc ils abandonnent. ennuyeux. Donc ils abandonnent. Donc, Carrément ennuyeux. Voilà. D'accord. Fastidieux. C'est les termes qui sont utilisés. Ouais. En réalité, si on devait faire une comparaison, c'est comme si vous étiez une plateforme de e-commerce et qu'entre le moment de la commande et le moment de la confirmation que vous allez renvoyer le produit, Il s'est écoulé. il s'est passé tellement de choses. Et on a rempli tellement de feuilles. Vous avez perdu un tiers des candidats. Et vous avez perdu un autre tiers qui ne reviendra pas acheter chez vous parce qu'il n'a pas aimé l'expérience. Donc il faut les traiter comme des clients, en fait. Voilà, il y a un parallélisme. On avait commencé à traiter les candidats à travers le marketing quanti et maintenant il est peut-être temps de passer au qualitatif et d'arrêter d'être juste sur de la quantité. Alors on y est, Ara. Comment on fait en fait? On a vu avec Maline qu'il fallait répondre à tout. Elle nous parlait des patrons du CAC 40 qui ne sont pas forcément d'ailleurs les personnes... Qui avaient répondu d'ailleurs. Susceptibles, oui, mais que 14 sur 40, donc voilà, c'est pas non plus une totalité. Est-ce que c'est à eux de répondre? Est-ce que c'est directement au PDG? À qui on s'adresse? De qui on parle en fait? Quand on parle d'expérience candidat, est-ce qu'on parle au RH? Est-ce qu'on parle au manager qui va ensuite accueillir la personne dans son équipe? Est-ce qu'on parle de collègues? De qui on parle? Alors, on parle de l'ensemble de l'entreprise et l'entreprise en tant qu'entité. En fait, quand on parle dans un processus de candidature, on représente l'entreprise et ce qu'il est important de pouvoir faire, c'est apporter de la considération et de la transparence au candidat. C'est pas forcément le PDG qui doit répondre. Oui. Ça, on le comprend. Ça peut même être un automate. S'il répond à la question, et s'il permet de créer une réelle conversation dans le processus de recrutement. La première des choses à faire, c'est peut-être de détailler les étapes qui accompagnent le processus de recrutement en disant ben voilà, là tu vas avoir en fait un entretien avec telle personne, un deuxième entretien avec un tel. On prend par la main le candidat quand même un peu. Juste pour lui donner un peu un calendrier et des échéances. C'est ça. Il faut on disait que les candidats qualifiaient de longs et de complexes. Il faut simplifier au maximum, rendre les candidatures plus simples à communiquer. Et le processus doit être adapté au poste qu'on cherche à pourvoir. À partir de là, les questions seront relativement limitées et le rapport entre le candidat et l'entreprise va pouvoir se faire sur des bases plus transparentes. Donc on va prévenir le candidat exactement du processus de recrutement et de ses étapes, et on va l'informer pour qu'il connaisse au maximum. Donc on resserre ce délai, on est interactif. Et on le tient informé. Quelque part, on se dit, enfin, quelqu'un de ma génération se dit, bon, c'est normal. En fait, c'est le minimum, c'est le SMIC. De se dire que une entreprise nous donne les échéances, etc. Vous avez parlé de qualitatif dans votre introduction tout à l'heure. Vous êtes à Wikip. Qu'est-ce que la solution permet déjà? Enfin, en quoi elle va permettre à une entreprise d'avoir cette approche qualitative qui nécessite à l'entreprise d'être organisée et surtout qui prend du temps. Et c'est un défi, c'est en 45 secondes. Alors, l'idée, c'est de rendre du temps aux recruteurs et aux candidats pour pouvoir engager une vraie conversation et se poser les bonnes questions. Wikip essaye de construire une formule qui soit aussi simple que Tinder à utiliser pour le recruteur et aussi pratique et efficace qu'Amazon pour le candidat. D'accord. Comment ça se passe? Eh bien, admettons que je vous ai convaincu et que vous vouliez travailler chez Wikip. Vous allez envoyer votre CV à travers notre logiciel de recrutement qui est branché directement à Wikip. Gérald Chiche, notre fondateur, va recevoir le CV. On vous est invité... Attention, il va vous envoyer le CV, ça continue. Voilà. Ça va vous envoyer un mail et vous êtes invité à venir sur la plateforme. Dès que vous arrivez sur la plateforme, on vous demande si vous préférez être contacté par texto. Comme un client, finalement. Exactement. Ouais. Et comme un service vous voyez client. le déroulé de l'intégralité du processus avec les délais moyens
Et on va vous offrir du contenu pour préparer l'étape suivante. Moi, je retiens aussi simple à utiliser que Tinder et Amazon, Arnaud. C'est ça, là c'est un punchline, d'accord. Oui. Wikip, le fondateur, l'un des fondateurs, Arash Mostafazadeh, merci d'être venu sur notre plateau, nous expliquer bien que la relation doit se faire aussi comme avec un client, c'est-à-dire qu'on doit aller vite, on doit le prendre par la main, on doit lui faciliter la tâche pour intégrer une entreprise. Ça, c'est grâce à vous. Merci à vous, Mathieu. Merci, Arash, d'être venu sur le plateau. La suite de notre programme, c'est le Cercle RH. C'est un grand entretien avec la DRH d'AXA France. C'est 13 000 collaborateurs. C'est le télétravail, c'est la marque employeur, évidemment. Et puis, c'est la manière de réenchanter un peu le monde de l'assurance pour donner envie aux talents d'aller dans le secteur de l'assurance. C'est pas toujours simple. On fait une courte pause et on retrouve Diane de Perrois, qui est la DRH France. Le Cercle RH, aujourd'hui un face-à-face avec la DRH d'AXA France, Diane de Perrois. On est très heureux de vous accueillir. On va avoir le temps de se parler. AXA France, c'est une très grosse structure, c'est 13 000 collaborateurs, donc c'est quand même une mission évidemment complexe, en charge par ailleurs de la réforme de la protection sociale, qui est un sujet très sensible aussi au MEDEF. D'abord, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on va rentrer évidemment dans le dur de votre mission, de votre action, du Covid, de la marque employeur, de l'onboarding, parce qu'il faut accueillir les collaborateurs et il faut les attirer. D'abord, une question toute simple. Comment vous allez, vous qui avez passé votre temps pendant près de 4 mois à passer des coups de téléphone en demandant à vos collaborateurs comment ça va? On vous l'a posé, vous, la question? Comment vous allez? Je ne suis pas sûre qu'on me l'ait posé. Ah, voyez qu'on vous l'a pas posé. Le rôle du DRH, c'est de s'occuper des équipes, de faire en sorte de bien vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde est à son poste et que tout le monde est engagé dans l'entreprise. Et surtout pendant ces périodes-là, on s'est beaucoup occupé en créant des rituels, par exemple le café digital, le rituel du matin. On a demandé au manager. On se connecte, on utilise les outils et on prend le café ensemble. Et on discute à bâton rompu. Et ce qu'on cherche à faire encore aujourd'hui, c'est à garder des rituels qui ont été précieux. On discute à bâton rompu, ça ne dure pas forcément très longtemps, mais on a remplacé la machine à café et ça rythme la journée. Et on n'oublie personne, donc on est inclusif. Commençons par le début. Vous avez vu, préalablement, on a beaucoup parlé de le ghosting, le fait qu'on ne réponde pas à un candidat, le fait qu'on ne l'intègre pas bien. On en parlera d'ailleurs après le grand entretien, puisque c'est notre thème. Le Covid a impacté AXA. J'ai vu que sur le plan des chiffres, deuxième semestre qui est moins bon évidemment que le premier, c'est vrai pour plein d'entreprises, avec une baisse d'ailleurs, je crois, de 2%. Comment vous l'avez traversé, vous, cette crise Covid? Comment vous l'avez vécu comme DRH? Et quels sont les outils que vous avez mis en place pour tenter de maintenir l'entreprise, je dirais, à flot sur le plan humain? Alors, nous, on est rentrés dans le Covid, on était déjà avec 60% de gens qui pratiquaient le télétravail. Donc, on avait déjà... Dans la culture. De la pratique. C'était dans la culture. Ça faisait 7 ans qu'on avait un accord de télétravail. Donc, 60%, je crois qu'on était les premiers sur le marché dans notre secteur économique. Pourquoi cet intérêt avant Covid Parce qu'on avait réfléchi déjà à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'était surtout les Parisiens qui étaient, j'allais dire, des pratiquants du télétravail à hauteur de 1 jour par semaine ou 2 jours. Donc on était rentrés, on avait en plus dématérialisé les postes, c'est-à-dire qu'en fait, on avait appris à travailler sans papier. Et donc, quand on a plongé dans le confinement, on avait déjà fait de l'information, on avait déjà travaillé avec nos partenaires sociaux, on a plongé et du jour au lendemain, hop, on s'est habitué. Donc vous aviez un accord, qui avait été signé. On avait déjà un accord signé depuis 7 ans, renouvelé régulièrement. Et donc, en fait, on avait la pratique et on avait déjà formé les managers au travail à distance. Donc, on a basculé du jour au lendemain. Et on est devenu à 100% en travail à distance. La NDRH, vous avez vu, a fait un sondage la semaine dernière assez intéressant et instructif sur la façon dont les entreprises, les DRH regardaient cette question du Covid, du télétravail. Vous êtes sur quelle formule, vous, dans votre accord? C'est intéressant. Hybridation, full remote, c'est l'utilisation qu'on a, c'est du 100%. Comment vous organisez ce télétravail, vous qui étiez précurseur? Alors, on est passé à du 100% remote, évidemment, pendant le confinement. Ça, c'est le Covid. Et depuis le 1er juillet, tout le monde revient avec une rotation, mais qui est de type période exceptionnelle, qui n'est pas standard. 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours. Toutes les semaines, tout le monde vient ou 2 jours ou 3 jours. Et nous avons même annoncé à nos collaborateurs, sous réserve évidemment de mesures réglementaires qui pourraient être différentes, que jusqu'à la fin de l'année, on fonctionne comme ça. En même temps, on fait des REX, des retours d'expérience, et on les fait avec les collaborateurs, avec les managers, avec le COMEX et avec nos partenaires sociaux. Et ça, c'est très important. On a dit, on se donne le temps. Parce que travailler en mode hybride demain, il faut s'habituer, il faut comprendre et il faut outiller. Et donc,
là, on est en expérimentation hybride et on reviendra faire les ajustements nécessaires dans le cadre de notre dialogue social. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous ne m'avez pas répondu. Comment vous allez? Vous ne m'avez pas dit. Eh bien, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup demandé, mais vous, comment ça va? Vous savez, c'est difficile quand même là. Pour une DRH, pouvoir accompagner les équipes et montrer que l'ARH est une fonction centrale dans ces périodes, c'est quelque chose de très gratifiant. Et il faut surtout que ça se poursuive. Et vraiment, je pense que l'action RH a été révélée dans cette période. Vous voyez, parce que tous les jours, on vérifiait que les rituels se passaient bien, que tout le monde était embarqué, qu'il n'y avait pas de décrocheurs. Exactement. Ouais, c'est important. Vous savez, les décrocheurs et les suractifs. Ouais, c'est vrai. Ça, voilà. Ouais. Et là, ceux qui débranchaient pas et puis ceux qui avaient totalement débranché. Et qui avaient totalement débranché. Donc, tout ça, c'est très gratifiant pour une équipe RH. Beaucoup de dialogue social. On a multiplié par 3 le nombre d'instances. On a fait du jour au lendemain toutes nos instances à distance. Mais on ne savait pas faire. Les partenaires sociaux et nous-mêmes, on ne savait pas. Ouais. On a appris ensemble. On a appris en marchant, ouais. Exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de formidable. Il y a un événement important parce que c'est la notion de marque employeur. Parce que c'est vrai qu'il faut rentrer dans ce sujet. Vous avez une carrière, Diane de Perrois, complète en assurance. Et pas que chez AXA. D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes DRH, membre du COMEX. C'est un poste important. Auparavant, vous aviez une carrière. Comment on réenchante les métiers de l'assurance? Parce qu'on avait sur ce plateau, il y a quelques instants, quelqu'un qui nous dit les processus de recrutement sont trop longs, les talents, ils ont plusieurs possibilités, donc ils choisissent le meilleur. Et c'est vrai que spontanément, il faut se le dire, les jeunes d'école ne disent pas « tiens, je vais rentrer dans les métiers de l'assurance ». C'est vrai, ça. Comment on fait? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est vrai qu'on n'est pas le matin en disant je vais être assureur. Et dans les cours de récréation, généralement, on dit je vais faire quoi plus tard ou infirmière ou je ne sais pas. Ouais. En fait, il faut expliquer ce que c'est que l'assurance. Bah oui. C'est très méconnu. Et donc, nous, on va communiquer métier de l'assurance. Donc, tous les métiers du digital. Qui vous impactent. Énormément d'informaticiens, tous les métiers du digital. Tous les métiers autour du pricing, autour de l'actuariat, autour des chiffres. Et ça, on recrute aussi énormément. Ouais. Il faut aimer les chiffres. Ouais. Mais vous avez plein de gens qui font des maths, qui adorent les chiffres. Aiment les chiffres. C'est vrai. Mais c'est sûr que le métier de l'assurance ne sont pas forcément visibles. Et puis les métiers de la distribution. On a des réseaux de distribution absolument formidables. Et on recrute énormément de commerciaux. Vous voyez, cette année, on va recruter jusqu'à 1200 commerciaux et agents généraux qui sont des statuts d'indépendants. Vous voyez, et donc ils sont quoi, en marque franchisée? C'est-à-dire qu'ils ont la marque AXA? Ils ont la marque AXA et ils travaillent des clientèles AXA. Donc on recrute énormément, on continue nos recrutements et tous les processus autour du pricing, du digital, mais on fait rayonner nos équipes, on leur fait faire des témoignages, on les fait intervenir, ils font des concours. Moi, je suis très fière d'eux parce qu'ils sont le rayonnement. Et c'est comme ça qu'on parle des métiers de l'assurance. C'est en témoignant. Et en montrant qu'il y a du bien-être aussi, parce que c'est une volonté chez vous. Un mot sur l'onboarding, puisqu'on devait l'évoquer. Il y a eu de l'onboarding pendant ce Covid. Vous avez, j'imagine, continué parce que des processus de recrutement avaient été engagés. On fait comment pour intégrer un collaborateur, un cadre? Vous êtes en visio, il n'y a pas de lieu physique. Comment on fait? Alors, ça vaut aussi pour le recrutement d'ailleurs pendant cette période. Donc, pendant le Covid, on a maintenu tous nos engagements. Donc, on a onboardé à distance. Mais vous savez, je voudrais témoigner d'une expérience personnelle. Quand je suis arrivée, je suis rentrée, donc début juillet comme tout le monde, et j'ai fait tous les plateaux de gestion que nous avons et dans nos locaux. Et les équipes que j'ai vues, c'était des nouveaux entrants, des jeunes qui étaient là. Qui découvraient donc. Et je leur disais, mais vous êtes qui? Ils me disaient la même chose, je leur expliquais, ils disaient, mais vous savez, nous, on veut revenir, on veut être là, on veut s'intégrer. Parce qu'en fait, ils ont besoin de faire du réseau, de connaître les gens. C'est pour ça que je ne crois pas au 100% à distance. Oui, c'est vrai qu'il est remis en question. On a besoin d'intégrer, on a besoin de transmettre. Ils ont besoin d'informels, on a tous besoin d'informels. Oui. Ces espaces qui ne sont pas des espaces de réunion. Exactement. Où on parle. Et oui, et on a besoin de nourrir notre collectif. C'est pour ça que je pense que ce monde de demain, on en parle beaucoup, qui est en fait déjà le monde d'aujourd'hui, c'est un monde hybride. On sera un peu à distance, on sera sur site. Et on partagera, et allez, je vais le dire comme ça, on rechargera nos batteries. Vous voyez, nourrir le collectif, c'est recharger les batteries. On est des êtres de liens sociaux, on a besoin. Et bien au bureau, c'est pareil. Et donc, les nouveaux entrants, eh bien, il faut les accompagner. On a nommé des facilitateurs, vous savez, un peu le parrain.
Voilà, on les a appelés des facilitateurs pour les accompagner, pour prendre contact. Et évidemment, on fait des contacts à distance et des contacts physiques. Pour leur expliquer un peu les règles de l'entreprise, un peu les rites. Exactement, les règles, comment ça fonctionne. Tiens, dans le réseau, tu devrais contacter un tel, il peut t'aider. Voilà, vous voyez, toutes ces petites choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Et donc, beaucoup d'accompagnement, parce que je pense que pour ces nouveaux entrants, c'est important. Mais c'est les premiers que j'ai vus, et ça, j'oublierai jamais. Voilà, la richesse de l'onboarding qu'on doit faire vraiment très présent et très inclusif pour accompagner. Vous avez une remise en question, comme certaines entreprises, je dirais, de l'espace de vos locaux. Vous dites finalement, on va avoir non pas du full remote, mais de l'hybridé. L'hybridé, ça veut dire que des collaborateurs ne sont plus dans les bureaux, donc on peut repenser nos espaces. Est-ce que vous êtes en train de repenser, je dirais, le cadre, les murs de vos entreprises? Tout à fait. En fait, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est quel est le sens du retour sur site. Pourquoi moi, je reviens sur site? Bah oui, parce que j'ai fait à 100% à distance. Pourquoi je reviens? Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et quand on donne du sens à ce retour sur site, on se dit, mais pourquoi faire? Pour nourrir l'informel, nourrir le collectif, faire des réunions d'innovation, partager des projets, lancer des projets. On sait piloter à distance. Mais lancer, partager, réfléchir, c'est plus compliqué. Et donc, oui, il faut des locaux adaptables, modulables. Vous savez, avec des espaces de vie collective, avec des espaces de one-to-one, où on va se dire les choses. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de se dire à distance. Donc c'est repenser les espaces. Donc repenser les espaces, les rendre adaptables, modulables. Je crois que ça, c'est très important. Du modulable et donc peut-être une remise en question des open space. Dans les compagnies d'assurance, il y avait beaucoup d'open space. Des bureaux open space, mais en même temps des lieux de réunion, des lieux de rencontre, des lieux conviviaux. Voilà. Et ça, nous, on avait déjà embarqué ce chemin-là déjà. Enfin, c'est quand même une remise en question profonde, même du rapport à l'entreprise. C'était parfois des lieux un peu tristes, des choses mal décorées. Finalement, on repense aussi la façon dont on vient s'installer dans une entreprise. Alors, nous, on avait déjà démarré cet échange-là avec des lieux conviviaux, des lounges. On avait des lounges, on peut se prendre un café, où on pouvait se prendre... Ça, c'est un peu l'esprit GAFA, c'est un peu le côté... Exactement, la même chose. Un peu le côté start-up. Ouais. Et ça marchait très très bien. Bon, là, avec le Covid, évidemment, on ne peut plus, mais ça reviendra. Voilà. Un mot quand même sur la marque employeur, parce qu'il y a eu ce Covid qui a laissé des traces, notamment parce que, évidemment, l'assurance AXA, c'est la maladie, c'est l'assurance vie, c'est aussi les entreprises. Sans rentrer dans le débat juridique, parce qu'il y a un vrai débat juridique entre certains restaurateurs qui se sont retournés vers AXA et qui ont dit « nous, on veut être indemnisés, vous ne l'avez pas fait », donc il y a une procédure qui est engagée. Alors certains tribunaux ont donné raison à AXA et d'autres ont donné raison aux restaurateurs. Mais vous, la DRH, je veux dire, vous êtes impacté dans la marque employeur. Qu'est-ce que vous dites aux collaborateurs qui vous disent « mais qu'est-ce que c'est, comment on fait ?» Alors les collaborateurs, en effet, ils pouvaient être interpellés par ces incompréhensions qui a eu lieu sur le marché dans leur vie privée. Bien sûr. Et donc, on a fait plusieurs choses. D'abord, notre dirigeant Jacques de Peretti, le PDG d'AXA France, est intervenu toutes les semaines dans des podcasts avec beaucoup de pédagogie pour expliquer. Mais vous savez, l'assurance, ça a deux piliers, la mutualisation et l'aléa. La mutualisation, c'est que vous vous assurez pour votre assurance automobile, pour votre voiture, vous êtes conducteur, et il y a plein de conducteurs qui s'assurent. Et puis vous avez un accident. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si tout le monde a un accident en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Les cotisations ne vont pas pouvoir rembourser tous les accidents. Donc ça, c'est la mutualisation. Et l'aléa, c'est le fait qu'il y ait une probabilité de risque. La pandémie, bon, à part en 1918-19, on n'avait pas connu. Donc risque inconnu, mutualisation pas possible. Et aléas inconnus. Et donc, si vous voulez, on a beaucoup été pédagogues et on échange beaucoup avec nos collaborateurs pour faire comprendre et expliquer. Et on le fait de la même façon avec notre fédération professionnelle des assureurs. Il y a ceux que vous devez attirer et puis gérer la philosophie de l'assureur. Parce que dans l'image, et là, ce n'est pas la marque employeur, c'est l'image de l'assureur. Les cotisations, les polices vont augmenter, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, la DRH, membre du COMEX? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, les assureurs, en termes d'image, je dirais d'image de marque, indépendamment de la marque AXA, d'ailleurs. La DRH, elle va toujours parler de la richesse des métiers et de la diversité des métiers et puis des parcours professionnels. Donc, nous allons pouvoir présenter des parcours où d'expertise et d'hyper-expertise qui séduisent un certain nombre de candidats, et aussi des parcours où vous pouvez commencer à un endroit et aller à un autre endroit. Donc il y a des progressions de carrière. Aller dans des fonctionnels, aller dans des postes opérationnels. Il y a des progressions de carrière et il y a aussi, vous savez, des projets. Et ça, nos jeunes embauchés sont très attirés par des projets. Je vais digitaliser le process de l'assurance automobile. Je vais digitaliser le process du recrutement. Vous voyez, et ça, ce management par les projets, c'est quelque chose qui est très important chez nous et qu'on pratique beaucoup avec toutes nos équipes informaticiens, avec tous les experts autour. Et on fait des équipes qui sont des équipes
projet. Alors, on emploie des vocabulaires que vous connaissez un peu, des guildes, des task force. Je ne vais pas y rentrer. Mais vous voyez, c'est aussi se donner un but commun et avoir des managers qui donnent la vision. Ça, c'est comme ça qu'on enchante l'assurance. Quelques mots sur le numérique quand même, parce que c'est vrai que la banque est impactée. AXA a aussi une partie d'activité bancaire, mais plus petite que l'activité assurantielle, mais elle est impactée aujourd'hui. Certaines banques disent, mais est-ce qu'on a encore besoin d'agences? Est-ce qu'on ne peut pas être dans le tout numérique? On revient finalement un peu à ce débat autour du télétravail, le full remote, que du numérique. Quelle est votre pensée, votre regard? Parce que ça impacte là directement les collaborateurs. Nous avons une vraie croyance. C'est qu'on peut avoir un mode hybride partout, que ce soit en distribution ou que ce soit dans notre relation aux collaborateurs. Mais le collectif et l'humain, vous ne le remplacerez jamais. Donc, on est sur des modes figitaux, que ce soit des modes qui concernent figitaux, hein, ouais. Oui, le figital, ça. après vous dites ce que vous voulez, hybride, mixte. Non, mais c'est le terme qui effectivement... Mais voilà, je pense que c'est un terme qui traduit bien. Donc, on doit être augmenté, outillé, accompagné par des outils qui sont absolument formidables, et le digital nous le permet, l'intelligence artificielle nous le permet, mais en même temps, vous ne remplacerez jamais le lien physique. Et je vais vous le dire... Donc ça, c'est important, ça. C'est une vraie croyance, et c'est ce que nous déployons, parce que le métier d'assurance est un métier de conseil, et ce métier de conseil, il faut pouvoir aussi le porter à la fois à distance, en vente à distance, mais avec des moments clés, en utilisant les technologies modernes. Vous pouvez vous connecter avec vos clients ou avec vos employés, mais vous pouvez j'ai un humain en face de moi. Présent. C'est important. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment notre métier. Je termine sur cette étude de la NDRH, parce que c'est vrai que dans ce climat un peu sombre, où on nous annonce des plans sociaux, qui vont arriver d'ailleurs, les DRH de la NDRH, je ne sais pas si vous aviez, et vous avez répondu, vous, Diane, à ce sondage, hein, c'était un sondage à NDRH d'il y a quelques semaines, ils disent, nous, dans nos priorités, ce n'est pas les licenciements, ce n'est pas les fermetures d'entreprises, et en 2021, une de nos priorités, c'est la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Votre RSE, c'est quoi? C'est quoi votre responsabilité? C'est quoi vos axes de réforme? Je pense qu'on peut dire qu'il y a deux axes. L'engagement des collaborateurs et toujours les accompagner, et accompagner ce mode hybride, toujours par davantage de formation. On a fait beaucoup de formations digitales d'ailleurs pendant le confinement. Ça a fonctionné? Formidablement bien. On en a même fait des challenges, des concours. C'était nous sommes confinés, faisons de la formation tous ensemble, avec des rendez-vous, avec un concours. Créer ce lien toujours. Et justement, dans le cadre de notre engagement, nous donnions de l'argent à des associations. Et donc ça, c'est l'engagement. L'autre pilier, c'est bien sûr la RSE. Comment, dans nos investissements, comment dans nos offres produits, on peut être vecteur de cette RSE. Et n'oublions jamais que ce qui sous-tend l'engagement du collaborateur, c'est aussi qu'il ait du sens à son métier. Et c'est notre raison d'être. On en parle beaucoup sur ce plateau. Voilà. Remettre du sens. La raison d'être, protéger. Vous voyez, et ça, c'est une raison d'être formidable. Et ça, quand on est assureur, ça parle beaucoup. Vous l'irradiez ça dans votre communication? On a même fait voter les collaborateurs pour s'engager sur ce sens du métier. Et nous demandons aux managers d'être très présents pour redonner du sens et de la vision. Tiens, d'ailleurs, vraiment avant de nous quitter, ça vous savez 3 fois que je vous dis qu'on vient de se quitter alors qu'on ne se quitte pas. On ne se quitte on ne se quitte plus. Les managers, justement, dans cette étude à NDRH très intéressante, et ce n'est pas la seule, il y a une remise en question de la fonction managériale. On n'est plus dans le manager qui contrôle et qui surveille, on est dans le manager de la bienveillance, de l'horizontalité. Comment vous faites là, chez AXA? Donc nous accompagnons beaucoup nos managers, et le processus distanciel a nécessité cet accompagnement. Oui, Pour moi, le manager, quelque part, c'est le manager qui va accompagner, qui va donner de la vision, qui va être coach, et qui, quelque part, va vérifier que ses équipes ont tous les moyens pour fonctionner. Et puis, il va déblayer le terrain à certains moments. Il va intervenir. Mais en même temps, il va déléguer, je crois, énormément au principe de subsidiarité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Déléguer au plus près du terrain ce qui peut être décidé sur le terrain. Et ça, c'est aussi un facteur d'engagement propre. Et ça, c'est un de nos chantiers aussi très importants. Dernière question. On avait Yves Verrier, le secrétaire général de FO, hier sur notre plateau, engagé dans un processus d'ANI, d'accord interprofessionnel autour du télétravail. En fait, vous n'en attendez rien chez AXA. Tout est déjà réglé, ou au fil de l'eau, vous réorganisez encore un peu, vous aménagez, vous améliorez, vous affinez, j'ai envie de dire. Après la période que nous avons vécu du confinement, on est dans une phase hybride un peu exceptionnelle, mais donc le REX que l'on fait, le retour d'expérience, va nous amener à travailler avec nos partenaires. Vous êtes dessus là? Là, oui, d'ici la fin de l'année. On se donne le temps.
Ça sert à rien de tirer des enseignements juste d'une période. Pour savoir comment on réaménage. On donne le temps, comment on réaménage, comment on perçoit l'organisation du travail, comment on l'outille, comment on va former, parce qu'il faudra aussi un programme d'accompagnement pour que d'ici la fin de l'année, on puisse bien sûr travailler avec nos partenaires sociaux en octobre-novembre, et puis d'ici la fin de l'année, conclure un ajustement de l'accord actuel. Combien de recrutements, c'est important que vous nous le redisiez, parce que dans ce contexte éminemment sombre, vous êtes dans du recrutement. Alors, je voudrais dire 2 choses. D'abord, on a recruté énormément d'alternants. En augmentant les enveloppes, on fera plus 10% entre 2019 et 2020 pour accompagner les jeunes. Sur tous vos métiers ? En ce moment-là. Sur tous les métiers. C'est fini, c'est bloqué ? Il y a encore de la place ? On a terminé là, on a terminé la campagne. Mais on a fait quelque chose de formidable et on a réouvert beaucoup d'enveloppes et donc beaucoup de jeunes ont pu poser leur candidature. Deuxièmement, on recrutera d'ici la fin de l'année 1200 commerciaux et là les enveloppes sont encore ouvertes avec ces métiers d'agents généraux qui sont formidables. Des entrepreneurs, vous voyez, qui ont quelque part l'environnement d'AXA à côté d'eux. C'est des start-upers avec la marque AXA à côté d'eux. Et en même temps, plus de 350 personnes qui ont des jobs d'informaticien et d'actuaire et ça on en recrute tout le temps. Merci Diane de Perrois. Merci à vous. Vous rappelez évidemment quand on vous envoie une demande, vous répondez, parce qu'on avait tout à l'heure le ghosting. Vous ne faites pas de ghosting, vous ? Bien sûr. On fait un système qu'on appelle match. Donc vous voyez, on fait des systèmes d'adoption et de rencontres. J'ai pas dit Tinder, j'ai dit match. Chez nous, ça s'appelle match. C'est pas Tinder, c'est match. Revient au même. Enfin, pour pas oublier ceux qui vous envoient une candidature. Restez encore un instant avec Bien moi. sûr, DRH AXA France, c'est 13 000 collaborateurs et je n'ai pas compté tous ceux dont vous me parliez qui sont finalement les 30 courtiers. 000 porteurs de dossards en France. Voilà, c'est ceux qui portent la marque AXA, mais qui sont des chefs d'entreprise. Voilà, avec nos agents. Merci d'être venu sur notre plateau. On termine notre émission, vous connaissez, avec Fenêtre sur l'emploi. Vous n'allez pas être dépaysé. Amélie Favre-Guittet va nous rejoindre. Amélie Favre-Guittet, c'est toujours un plaisir de vous accueillir avec Little Miss Fabulous. Et oui, comme ça. J'adore le t-shirt. Le t-shirt, c'est pas mal. Vous allez voir, il y a non seulement le t-shirt, mais il y a aussi les propos que vous allez tenir. Ça va faire écho à un petit peu notre émission qui fait un peu fil rouge aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice de Talent Management. C'est pas, on est sur l'art de l'onboarding. C'est-à-dire, je suis cadre. Et là, vous avez fait un sondage et vous avez récupéré des chiffres d'ailleurs fort passionnants. Seulement 46% des cadres considèrent qu'ils ont eu un véritable parcours d'intégration. On vient d'en parler. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que 54 considèrent qu'ils ont été livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne les prend pas par la main, ces cadres, pour leur dire tu t'installes là, ça se passera comme ça, l'ascenseur est ici, des choses très pratiques, la cantine c'est là, la carte c'est là. Pourquoi ? Alors ça, on va le faire. Ça fait partie des 80-85%. C'est la base. Où on fait la base. On prépare le bureau, la chaise, l'ordinateur, le téléphone, on glisse la personne déjà dans l'organigramme, on avertit a priori un peu les collègues, on fait faire le tour du service, on a préparé les croissants, mais après ça... On se dit que l'intégration finalement est faite, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas fini. C'est pas ça l'intégration. C'est pas ça l'intégration, c'est juste la préparation en amont. D'accord, alors c'est quoi l'intégration finalement ? C'est tout le reste. C'est jusqu'à la fin de la période d'essai et même au-delà de la période d'essai pour être sûr que le collaborateur va pas partir ailleurs. Parce qu'on oublie que 33% des gens cassent leur CDI au bout de, pendant la période d'essai et 2 tiers au bout de 6 mois. Donc en fait c'est tout l'après qui est important. Comment on va le mettre en relation avec les collègues ? On parlait de jeu, justement, de se former ensemble. Eh bien, on peut faire découvrir l'entreprise et les métiers de l'entreprise par le jeu, par de la gamification, par des rencontres, que ce soit en présentiel ou en distanciel aujourd'hui. Diane de Perrois est avec nous, vous l'avez vu. Ça a un coût pour l'entreprise de perdre des collaborateurs en ligne. On intègre, on lance un processus de recrutement, c'est-à-dire que les services RH se mettent en branle, et puis tout d'un coup, il s'en va. Donc ça coûte. Il faut recommencer. Il faut recommencer, récupérer les pots cassés. Ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent. C'est pour ça que l'accompagnement, tel que vous le citez, est vital. On fait même des escape games. Et le facilitateur, qui est un peu le parrain, le tuteur, pour moi, ça c'est vital parce que vous tirez sur le moyen terme, du coup, comme ça. Attendez, qu'on soit précis. Elle a parlé de tuteur et de parrain. De tuteur. On accompagne. Bonjour, vous êtes cadre. Par contre, je suis dans la boîte depuis 15 ans et je vais te montrer un peu les peintures de guerre. Au-delà du croissant, du bureau, de l'ordinateur, du câblage et de son adresse, qu'est-ce qu'il a besoin, le cadre, en fait ? D'être rassuré. Déjà, on parlait justement de retrouver du sens aussi au travail, c'est de lui montrer qu'il a une place qui l'attend, qu'on va lui donner des missions intéressantes, on va lui montrer les raisons de ses missions, les objectifs à atteindre qui vont permettre à l'entreprise de grossir, de on l'intègre dans un contexte global. Complètement, c'est important.
C'est pas juste un pion qu'on met quelque part. Alors, c'est pas paradoxal parce que la période d'essai, parfois, c'est vrai que pour ceux qui l'ont vécu, on l'a tous vécu un jour dans notre vie, on est observé, on n'est pas forcément pris en main parce que par essence, la période d'essai, c'est pour vérifier si le collaborateur correspond. Dans les deux sens. On n'est pas dans un paradoxe là ? La période d'essai, elle est aussi là pour le collaborateur de aussi prendre connaissance et vérifier qu'il est bien dans l'entreprise, qu'il ne s'est pas trompé. La période d'essai, elle est valable dans les deux sens. Donc l'entreprise va le vérifier et le collaborateur aussi. Et ça, c'est souvent oublié. On n'a pas les entretiens à mi-parcours pendant la période d'essai, justement pour l'accompagner, pour faire le point. Qu'est-ce qui va pas, quels sont les axes d'amélioration, peut-être une petite formation, peut-être un autre accompagnement pour éviter que la période d'essai se finisse mal ou que le collaborateur s'en aille. C'est une adoption réciproque. Complètement. Et donc, il faut que c'est un mariage. C'est un mariage. Il faut que ça réussisse. Oui. Si on les recrute, moi j'appelle ça match, on match, ok, mais derrière, il faut que ça soit accompagné et faire du réseau. Et moi, je crois beaucoup à l'effet promotion aussi. On essaye d'entretenir l'effet promotion. On est tous rentrés en même temps, voilà, et on peut partager les expériences. Oui, c'est vrai qu'il y a un échange. On a vécu la même chose en même temps. En même temps. On est une équipe, du coup, on se sent moins seul. Est-ce que ça tient pas aussi, on l'a beaucoup dit sur ce plateau, sur le charisme du manager, c'est-à-dire sur le fait que ce manager, il soit dans un effet entraînant. Et c'est pas le cas de tout le monde. Non, parce qu'ils n'ont pas forcément été formés à ça. Ça demande de la formation. Le manager doit être formé à son rôle de manager, à son rôle de aussi manager recruteur, c'est-à-dire qu'il va avoir une équipe à aller chapeauter, à aller accompagner, parce que le recrutement, c'est aussi l'intégration et c'est la gestion de carrière tout au long de sa vie. Peut-être qu'à un moment donné, il faut lâcher son collaborateur pour qu'il aille dans un autre service. Il faut accepter de lâcher son collaborateur. Comme un match, des parents, à un moment donné, il faut laisser les enfants s'envoler. C'est ça. Et là, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas le couver, il faut le laisser prendre aussi sa part de liberté. Le manager, il est garant du développement de son collaborateur. Il n'est pas sous cloche, c'est ça. Exactement. Et développer son collaborateur, ça peut dire favoriser sa mobilité le coup d'après, même si on doit s'en priver. Mais nous, on regarde ça chez les managers, parce que pour nous, c'est important. C'est signe. Libérer, pas étouffer. Exactement. Très important. Former, faire grandir. Faire grandir. Ce qu'on appelle le développement, c'est faire grandir. Bien sûr. Déléguer, faire grandir, qu'il déploie ses ailes. Et qu'il puisse aller embrasser un nouveau job. Et c'est vrai que le manager, du coup, tuteur, est très important pour ça, parce qu'il va l'accompagner. Et aujourd'hui, à peine 11% des entreprises utilisent le parrainage. Alors qu'en fait, c'est un élément essentiel Je et pense qui que c'est permet essentiel. de libérer la parole. Tutorat, parrainage. Oui, vous appelez ça après. On peut changer de nom, mais c'est on le l'appelle même comme phénomène. On a mis facilitateur, mais peu importe. Mesdames, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau Smart Job. Merci Diane Deperroy. Merci, vous reviendrez quand vous le souhaitez. AXA France, vous en êtes la DRH. Puis merci à Amélie Fabre-Guittet, vous êtes chef d'entreprise, fondatrice entre autres de Talent Management. Et vous nous retrouvez chaque mardi en général. Merci à vous qui nous suivez, qui réagissez, qui faites vivre notre émission sur les réseaux sociaux. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique. Et on se retrouve demain, évidemment, je serai là à la même heure. Portez-vous bien, à bientôt.